Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, espace et réalité. Quelle place pour l'école? Véronique Boy. Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Experis et A3 1971. Comment faire craquer ces murs invisibles entre l'école et l'environnement? N'est-ce pas ce que recherchent tous les mouvements travaillant à refonder l'école en France? Comment faire disparaître ces murs qui sont si prégnants dans les écoles françaises? Comment faire apparaître cette école sans murs, dans la lignée des écoles de la vie? Telle était la question fondatrice du colloque international organisé les 21 et 22 novembre 2013 à l'initiative du laboratoire Experis, axé sur la question du rapport de l'école au monde, dans sa dimension diachronique et synchronique. Une école sans murs, une autre relation entre la personne et l'environnement dans l'espace et dans le temps. Comme en témoigne cet ouvrage, le concept école sans murs réinterroge la place de l'école dans la vie et propose d'ouvrir le débat au-delà des espaces occidentaux et urbains que nous connaissons, d'interroger des chercheurs et praticiens venant de Sibérie orientale, d'espaces autochtones du Brésil et du Japon, et de rendre visibles les approches de quelques chercheurs pédagogues de pays déjà largement métissés, Orient-Occident, qui, sentant la nécessité d'ancrer l'école dans un espace vital, se sont efforcés de faire exister celui-ci. Sous-jacente à ce débat, la notion d'environnement qui oscille à la lisière entre virtuel et matériel, entre espace naturel et culturel. Se succèdent petits et grands articles, à l'image du colloque, points concis et analyse de situation, les uns et les autres se complétant mutuellement. L'ouvrage, reprenant la partition en 3 séquences du colloque, met ainsi en relief les différences de paradigme des intervenants de la première et deuxième partie. L'approche des premiers, plutôt occidentale, allant du particulier au global, et l'autre, plus orientale, du global au particulier, se mêle et engendre des métissages observables dans les interventions de la troisième partie axée sur le projet. 1. La terre de la réalité. La première partie est menée par des enseignants-chercheurs de Paris 8 et de quelques universités françaises, Sorbonne, Université de Tours, d'Artois. Partant de l'école et des besoins des apprenants, cette partie énumère les différents éléments qu'elle considère comme indispensables à la mise en place d'une école sans murs, ouverte aux réalités de la vie. Éthique. Dans la nécessité éthique de l'ouverture de l'école, Didier Moreau ouvre le débat en exprimant la nécessité impérieuse d'ouvrir l'école aux autres, au monde et à soi-même, 3 points forts de l'éducation stoïcienne. Ceux-ci mettent respectivement en relief l'éducation à l'hospitalité, relation aux autres, à l'écologie et au dialogue, relation au monde, enfin à l'éducation métamorphique qui ne peut se faire qu'à partir du socle de l'expérience. Dans un même temps, Moreau explique la genèse de la fermeture de l'école en France, celle-ci étant toujours d'actualité. Temps et espace. Dans le temps et l'espace à l'école en France. D'attentes institutionnelles réduites à des activités éco-citoyennes diversifiées, Florent Pasquier, prenant le relais, nous parle de l'importance du temps et de l'espace pour connecter l'école à la trame temporelle et spatiale de la vie et en faire une école sans murs. Est-il possible de se relier à la vie en restant dans les murs, par le seul fait de pédagogie innovante? Nous constatons en effet que l'école en France n'ouvre pas de bon gré ses portes, oublie la nature dans ses programmes, devenant presque en cela une incitation à faire le mur. Moment. Rémi S., dans son intervention L'entrée dans les moments, une alternative ou un complément à l'école traditionnelle, nous suggère qu'il serait hautement profitable à l'école de repenser sa pédagogie, à la lumière de la tradition pédagogique des moments qui s'est constituée au fil du temps, hors les murs, dans l'espace de l'éducation tout au long de la vie. Ces moments créés de part et d'autre du mur, seraient peut-être à même de laisser les portes de l'école entr'ouvertes et faire pénétrer l'imprévisible. Espace littéraire et géographique. La littérature et la géographie, enseignées à l'école, possèdent le pouvoir de sortir du cadre scolaire et de nous mettre en contact avec la vie, foisonnante et complexe, leurs matériaux d'origine, au moyen de nouveaux espaces virtuels, symboliques ou imaginaires. La littérature comme accès au monde, de Nicole Blondeau invite le sujet apprenant à pénétrer dans des espaces littéraires, véritables jardins de vie cultivés par les écrivains, où l'on retrouve odeurs, saveurs, embrun de vagues émotionnelles et sentimentales, réel prosaïque, utopie passionnée.
À celui-ci de les explorer, en compagnie de ses pairs et de l'enseignant, de retrouver en eux des résonances de ces multiples occurrences, qu'elles soient ressenties étrangères ou familières. Encore faut-il qu'il bénéficie de la temporalité et de la liberté propre au vécu dans son exploration. Se pose alors la question de la pédagogie. L'espace choisi par Alphonse Yapi-Diaou pour questionner les étudiants est celui d'une exposition sur la représentation multiscalaire et complexe de la ville d'Abidjan. Les étudiants se retrouvent comme dans un SAS, déjà plus à l'école, mais face à une réalité interprétée de lieux qui leur sont familiers, obligés de se positionner, compte tenu de la proximité du sujet, mais aussi de se questionner sur leur positionnement même. Espace-temps. Les deux interventions qui suivent s'ouvrent aux espaces-temps qui échappent au champ scolaire, depuis les interstices de temps laissés libres aux enfants à l'école jusqu'aux plages libres d'expérimentation hors école, qu'à notre époque les enfants sont trop rarement autorisés à explorer par eux-mêmes. C'est pour cela, comme le précise Jean-Louis Legrand dans L'éducation tout au long et au large de la vie, un paradigme qui prend du sens, que l'auto-formation, étudiée par le GRAPH, groupe de recherche sur l'auto-formation, concernait au départ les adultes seulement. Mais sans part d'autodidaxie, quelle possibilité pour l'enfant de se construire dans un monde de plus en plus incertain ? Interpellation indirecte adressée à l'école actuelle hors sol, pour qu'elle se remette en question. Gaston Pinault, cofondateur du GREF, groupe de recherche en éco-formation, rebondit sur la question et montre comment, peu à peu, des projets se créent, visant à permettre aux enfants d'explorer les espaces ouverts de l'éducation tout au long de la vie, et notamment cet entre-deux qui relie la personne et son environnement, expérience hors les murs. Avec l'éco-formation, l'école buissonnière va avoir son prolongement dans une voie buissonnière de formation qui nous emmène loin des sentiers battus pour redécouvrir le socle qui assure notre vie depuis notre naissance. L'éco, les connaissances de chaque individu avec son environnement naturel, dialogue amené à se poursuivre dans le monde professionnel. 2. Réalité des terres. Dans la deuxième partie, nos hôtes sibériens et brésiliens qui ont en commun un même lien à la nature et aux philosophies de vie qui leur correspondent, conçoivent l'école sans mur à partir de l'environnement et des composantes culturelles, sociales et éducatives générées dans l'espace de l'éducation tout au long de la vie. C'est une démarche située. L'indissociabilité entre soi-même et son environnement étant un concept de base de leur vie, monter une école hors sol n'est pas recevable, car elle va à l'encontre de leur regard sur le monde. Environnement naturel. Dans son intervention, le lac Baïkal, lieu ressource pour un développement de la personne et de la communauté en harmonie avec la nature, Alexandre Karnichev nous plonge dans l'univers naturel de la région Baïkal, bassin du lac Baïkal, qui influe selon lui fortement sur l'esprit, les croyances et la culture écologique sibériens lesquels, à leur tour, protègent la nature en retour. Tel un tribun, Karnichev transforme son intervention en plaidoyer pour le retour à l'harmonie de l'homme contemporain avec la nature dont il est une partie, qui va parfois bien au-delà du domaine strictement scientifique. À son tour, sur la lancée d'Karnichev, Svetlana Sandakova va montrer l'influence de la steppe centra-asiatique sur la culture écologique et religieuse des peuples qui l'habitent ou l'ont habité, ce creuset de civilisation ouvert aux influences des uns et des autres. On pourrait même parler, en reprenant les termes du courant éco-formateur, de connaissance de l'homme avec son environnement, avec un savoir-vivre et un savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Ceux-ci perdurent encore, de nos jours en certains lieux, et laissent des traces dans les mentalités. Sabine Montagne vient alors à propos éclaircir ce qui différencie de façon radicale notre point de vue occidental sur l'espace de la vision orientale des habitants de cette immense steppe d'Asie centrale. Encore une fois l'homme, indissociable de son environnement naturel, est accueilli par ce dernier avec l'esprit d'hospitalité qui remonte au temps des divinités féminines symbolisant la terre-mère. Cette vision est illustrée par le regard que porte l'écrivain soviétique kirghize, Chingiz Aitmatov, sur les espaces qui l'ont accueilli à sa naissance, son berceau, et les liens qui le relient à ceux-ci. Le témoignage de Lyudmila Radnaeva, directrice d'école, intitulé « Expérience d'éducation écologique dans une école rurale », illustre ses propos. Il atteste de la persistance de l'éducation nomade, informelle, dans un village bouriate, en parallèle avec l'apprentissage scolaire. Résister.
Les deux contributions suivantes se situent au Brésil, en milieu indigène, et traitent d'une histoire commune, la résistance d'autochtones indiens brésiliens qui, dans certaines régions, arrivent à mettre en place les fondations d'une école sans mur, à même de s'accorder à leurs traditions culturelles et aux besoins de leur culture communautaire. Celle-ci intègre les outils innovants du monde occidental et sa langue, le portugais, pourvu que les Indiens ne se laissent pas déposséder de la leur, refusant toute hiérarchie et veillant à garder la main au niveau politique. Maria Rezende exprime de façon claire et ramassée la problématique des autochtones du Mato Grosso et leur action pour défendre et mettre en place cette école intégrée. Olivier Meunier prend le relais et développe cette même problématique dans d'autres régions du Brésil. À l'instar de M. Rezende, Meunier exprime en conclusion la difficulté et la fragilité d'une action aussi complexe dans un monde globalement dirigé par l'économie. Suit une illustration de résistance culturelle, mais cette fois-ci en Yakoutie, Sibérie orientale, la mise en place d'une école nomade appelée Sekaland, destinée aux enfants évenques de la taïga sibérienne qui fuient les internats pour retrouver leurs parents nomades dans la forêt. Elle est présentée par Pierre Lecomte, musicologue, qui a accompagné la grande aventure que fut la création de cette école par des Français. Enfin, cette deuxième partie est clôturée avec l'intervention d'Alexandra Ushnitskaya, professeure d'université en Yakoutie. Cet immense territoire sibérien et donc russe dont la richesse en minéraux, notamment les diamants, a attiré les Occidentaux depuis fort longtemps et généré la mise en place d'une industrie conséquente. C'est un monde hétérogène, voire antithétique, constitué de la modernité des complexes industriels installés par les Russes, et de la survivance des traditions de multiples populations. Dans son article, Ushnitskaya présente l'approche pédagogique d'une école complémentaire hors les murs, pour répondre à un environnement naturel difficile, voire hostile, en témoignent des hivers à -50 degrés, à même de protéger et pérenniser l'éducation traditionnelle, transmise d'une génération à l'autre, et d'englober, en créant des ponts, les deux éducations scolaires et traditionnelles bien souvent contradictoires dans leurs fondements. Une autre forme de résistance dans un monde déjà bien hétérogène, étayée par la mise en place de nouvelles organisations souples. Dans sa réflexion, Ushnitskaya fait un rapprochement avec les recherches d'Y. Bronfenbrenner, 1979, qui s'intéressa aux liens existants entre le je et le nous, et aux moyens d'améliorer ceux-ci en jouant sur leur relation d'échange avec l'environnement, ce qu'il appela « écologie du développement humain ». Transition vers la troisième partie qui s'intéresse à ces espaces éducatifs métissés, que l'on retrouve toujours plus fréquemment actuellement. 3. Espaces métissés, ces projets qui nous animent. Dans notre monde actuel, globalement dirigé par l'économique et le financier, dans lequel les espaces physiques sont malmenés et où les temps libres se rétrécissent en peau de chagrin, la conscience de l'importance de rétablir des espaces propices à l'auto-formation autant qu'à l'hétéroformation et l'écoformation, nécessaires à l'émergence d'une école sans mur, trouve son expression dans des projets pédagogiques qui jouent sur une pluralité d'espaces et de temps et s'attachent à les harmoniser. Ci-dessous des interventions qui en présentent quelques-uns, actuels ou passés, mais toujours d'actualité, dont les problématiques et les idées clés résonnent avec certaines recherches éducatives qui traversent le monde contemporain. Rikyo Kimata, professeur à l'université Soka, Japon, nous présente, dans son intervention, le concept d'une éducation se poursuivant tout au long de la vie Tsunesaburo Makiguchi. Praticien et chercheur autodidacte, celui-ci propose dès les années 1930 d'inclure l'école dans le temps éducatif tout au long et au large de la vie, qui commence avec les enfants et se poursuit avec les adultes. Pour ce faire, Makiguchi propose l'école à mi-temps, mais aussi le travail à mi-temps, question bien d'actualité. L'autre mi-temps est disponible pour avoir le loisir de se perfectionner, comme le conseillaient les stoïciens, enfants comme adultes, et créer des valeurs de gain pour soi, de beauté harmonisatrice et de bonté pour les autres. Il monte un projet éducatif complet, basé sur son expérience d'autodidacte, incluant en les alternant les deux espaces hors et en l'école, ainsi que différents modes de formation formels, informels et non formels, ce qui permet aux apprenants de sortir des frontières à la fois temporelles et spatiales de l'école. Ces recherches ont fini par influer sur les programmes d'éducation au Japon, qui restent cependant de nos jours, en deçà de l'ambition du programme éducatif de Makiguchi d'asseoir l'éducation sur le terrain concret de la géographie.
Les deux interventions suivantes installent l'école dans l'éducation tout au long de la vie, ce qui permet d'introduire le travail dans le champ pédagogique. Grâce à cet espace qui a permis aux enfants non seulement d'étudier, mais aussi de travailler et de collaborer au montage d'un lieu autogestionnaire solidaire, Makarenko, au début du XXe siècle, époque d'après-guerre, cherchant une pédagogie à même de créer l'homme nouveau, demandé par l'Union soviétique, a pu sauver ainsi de nombreux enfants abandonnés à eux-mêmes. Dans ce cadre ouvert, en but avec une réalité extrêmement critique, le pédagogue découvre peu à peu qu'il ne peut plus s'appuyer sur le seul héritage pédagogique passé et doit revisiter son approche à partir de ses expériences vécues. Comme le fait remarquer Nathalie Yakoutia-Sieber, doctorante ukrainienne à Paris 8, dans son intervention intitulée « Anton Makarenko, un pédagogue ukrainien », même si l'époque n'est plus la même actuellement, les méthodes pédagogiques de Makarenko, qui donnent une véritable responsabilité aux enfants, peuvent être transposées dans notre monde actuel où ces derniers se retrouvent souvent en marge de notre société, abandonnés à eux-mêmes, si ce n'est exclus de celle-ci. Rosa Sansa et l'école sans murs. Première expérience catalane au début du XXe siècle, présentée par Josep Lluís Rodríguez i Bosch, est une autre illustration d'une école sans murs, montée en Catalogne au début du XXe siècle dans un environnement naturel. Rosa Sansa, qui privilégiait l'expérience de chaque enfant aux prises avec l'environnement, inclut également un apprentissage du travail. Dans sa contribution, pratique de projet et formation aux compétences professionnelles des étudiants et des enseignants, Marina Tsirenova, professeure d'histoire et directrice de la formation permanente à l'université d'Ulan-Ude accent aigu, Buryatie, prône la formation à la recherche des élèves, notamment en enseignement d'histoire, ce qui suppose, en premier lieu, de former les enseignants. Elle propose à cette fin d'utiliser la pédagogie par projet et d'explorer l'environnement géographique et historique directement sur le terrain. Dans les projets que M. Tsirenova présente, les étudiants russes et bouriates sont invités à aller au-delà des frontières, explorer la Mongolie, pays mitoyen, à la fois étranger et proche, les populations de part et d'autre de la frontière ayant vécu de longs moments historiques ensemble. Occasion pour les étudiants, lors de la réalisation de ces projets, de se pencher tout particulièrement sur la richesse du champ pluriculturel, de prendre conscience des divergences et convergences des uns et des autres et de la diversité des points de vue. Ces expéditions ont permis également aux étudiants d'entrer de plain-pied dans les problématiques mondiales contemporaines. Ces projets fédérateurs peuvent inciter à la création de projets du même type dans d'autres parties du monde, à grande ou petite échelle. Cette troisième partie se termine avec la contribution de Nicole Blondeau, intitulée « Éduquée par le projet ». Buryatie, Yakoutie, Paris 8. Synthèse et réflexion, qui présente les effets bénéfiques de la pédagogie par projet. À partir du foisonnement d'initiatives des écoles écologiques en Sibérie, la réflexion s'élargit sur d'autres illustrations, sur des projets menés à Paris 8, faisant apparaître liens et résonances multiples. Le projet qui autorise à passer les murs, plus que jamais, a sa partie à jouer. Première partie, la terre de la réalité. La nécessité éthique de l'ouverture de l'école. Didier Moreau. Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. LLCP, EA 4008. Si l'on s'interroge sur la nature de la clôture de l'école à l'heure actuelle, on peut comprendre que le souci de la protection d'un espace éducatif contre les contraintes économiques et politiques externes n'est plus crédible. Cette clôture est le moyen privilégié qui va, au contraire, les rendre plus prégnantes. Il y a donc une nécessité éthique à ouvrir l'école, pour échapper à la cristallisation sociale et politique, à la gouvernementalité des hommes qui les rend incapables de se gouverner par eux-mêmes. Cette ouverture aura pour effet de développer une éthique de l'hospitalité comme ouverture aux autres, une éthique du dialogue et de la responsabilité écologique comme ouverture au monde, et enfin, une éthique de la métamorphose permettant de s'ouvrir à sa propre émancipation. La genèse d'une clôture de l'école. Dans le discours conservateur sur l'école, apparaissent généralement les arguments classiques d'une protection de l'élève contre le monde réel, dans sa dimension sociale, économique et politique, qui se fondent dans le dogme de la sanctuarisation. Mais faire de l'école un sanctuaire,
c'est bien viser un certain type d'hétérotopie au sens de Foucault 1967. Sur le modèle des institutions cénobitiques, Jean Cassien, l'école serait conçue comme un dispositif qui permet l'exercice d'un type de gouvernementalité des âmes, répondant au projet d'une pédagogie de la conversion à la vérité d'une transcendance. Cette gouvernementalité, inaugurée comme le montre Foucault par le christianisme 2004, en vue de l'obéissance pure, s'est trouvée transformée dans la sécularisation de l'État, en un contrôle des corps et des attitudes par une discipline selon laquelle l'institution scolaire façonne des sujets en vue de leur consentement politique aux manifestations de son pouvoir. Les néo-républicains français, Finkielkraut, Milner, B. Bourgeois, etc., transforment donc la scolée originelle de la pensée grecque en un sanctuaire où rien ne pénètre qui n'ait reçu le nihil obstat institutionnel. Ni la culture d'origine des élèves, ni les délétères et barbares influences de la culture extérieure. Ce type de gouvernementalité, en instituant l'obéissance, le consentement aux décisions de l'élite politique éclairée, Rancière 2006, renforce en réalité ce dont elle prétend protéger les élèves, la perte de la pensée critique. Comme le dit Rancière, ibidem. 10. Pour les néo-républicains, il n'y a qu'une seule bonne démocratie, celle qui réprime la catastrophe de la civilisation démocratique. Avant d'aller plus loin, il importe de rappeler en quoi consistent ces institutions coercitives. La structure de la gouvernementalité pastorale. Dans l'école close, la position du maître, la magistralité, est médiatrice de l'accès à la vérité transcendante sur soi-même, sur le monde et sur la vie collective, et donc du salut que l'on peut obtenir par l'obéissance à ses injonctions. On peut analyser 3 de ces manifestations principales. En premier lieu, l'évaluation comme vérité sur soi-même détenue par l'institution. L'évaluation scolaire peut être pratiquée sous les catégories du pouvoir pastoral à travers les procédures de contrôle, c'est-à-dire de production d'une vérité objective sur le sujet qui permet de mesurer son éloignement du modèle transcendant universel qu'il doit imiter dans l'abandon de sa singularité personnelle. En tant qu'exercice d'une responsabilité analytique, l'évaluation porte sur des actes scolaires, artificiellement séparés pour être observables, qui seront jugés individuellement selon une loi universelle objective, comme placés sous le regard d'une transcendance infaillible. Il se produit une souffrance collective de l'évaluation conçue comme celle qui accompagne tout apprentissage du renoncement à soi. Il faut se souvenir que la plupart des enseignants pensent que l'évaluation est elle-même source de l'apprentissage, puisque certains objets de savoir ne s'y rencontrent qu'en situation évaluative. Enfin, les pratiques analysées depuis plusieurs années, comme celle de la constante macabre, mise en évidence en 1988 par André Antibi, 2003, et de l'évaluation en courbe de Gauss, renvoient bien au principe de responsabilité réciproque suivant lequel les bons résultats des apostrophes. Une classe qui réussit aux évaluations font douter de la compétence de son enseignant et que, réciproquement, les démérites des élèves attestent au plus haut point du mérite du maître qui tente, malgré cette adversité, de les instruire. En second lieu, l'entrée dans les savoirs. Ce qui est le plus remarquable, relativement au gouvernement pastoral, est l'insistance qui y est employée pour découpler l'apprentissage du plaisir et, par anticipation donc, purifier le savoir de tout désir. La concupiscence est l'obstacle majeur à la conversion, et le désir d'un savoir disqualifie à coup sûr son objet. Mais ce renoncement au plaisir dans l'apprentissage vaut aussi comme inversion sacrificielle pour l'enseignant, qui ne remplira correctement sa mission que s'il sait mettre en silence son plaisir d'enseigner pour s'investir dans le caractère fastidieux des préparations scolaires. Enfin, ce renoncement à soi, dans l'entrée dans les savoirs, est une accentuation du principe suivant lequel chacun doit savoir la même chose que tous doivent apprendre la même leçon que chacun, principe sécularisé dans le paradigme républicain chez Alain 1967, paradigme qui interdit toute interculturalité à l'école. En troisième lieu, la question de la loi. Au principe pastoral d'une obéissance absolue, montre Foucault, correspond une conception de la servitude croisée, du maître à l'institution, des élèves au maître, du maître au salut des élèves. La servitude croisée s'appuie sur une opacité totale des fins qui ne sont ni visibles ni discutables, et sur une transparence totale des actes. Une panoptique qui exige que tout doit être vu, su et dit, mais le jugement moral ne procède que de l'amour que la transcendance est supposée éprouver pour les actes accomplis.
Cette rupture entre une rationalité efficace de la surveillance et une irrationalité radicale de la sanction finale repose sur la suspicion forte de l'attraction pour la faute et le péché. Piaget, 1932, avait montré que la sécularisation du pouvoir pastoral à l'école conservait la transcendance de la règle, l'accumulation sommative des fautes, le caractère arbitraire et punitif de la sanction, et instruisait la défiance radicale qu'éprouvent les enfants de l'injustice des adultes. La nécessité éthique de l'ouverture de l'école. Penser l'enseignement scolaire comme une sanctuarisation permet de constituer une école de l'apprentissage de la résignation à son sort social, une incapacité à l'émancipation personnelle, du fait de l'incapacité à se former tout au long de la vie. Il faut donc ouvrir l'école, non simplement sur le monde, selon les slogans simplificateurs du libéralisme qui tentent, ce faisant, d'accroître l'exposition aux risques des plus démunis, Beck, 2001, et de replier la démocratie sur elle-même. On peut en mesurer d'emblée les effets au niveau des trois structures que l'on vient de décrire. En premier lieu, l'évaluation devient celle de sa propre expérience de formation-métamorphose. Le point de basculement qui permettra aux pratiques évaluatives de participer à la maîtrise de soi, par un développement rationnel du souci de soi, peut alors être repéré précisément. Il se situe là où est évaluée l'attention de l'élève vers la cohérence globale de ses activités scolaires comme étant un facteur décisif de son émancipation. C'est le savoir gnomique, dont parle Foucault 2013. Pour y parvenir, il est nécessaire que l'enseignant institue une auto-évaluation par les élèves de leur propre progrès, et la responsabilisation des exercices personnels grâce auxquels ils s'entraînent. Sur le plan de la collectivité, la forme visible pour autrui de l'évaluation personnelle doit être l'évaluation certificative d'une réussite dans l'affirmation de soi dans le monde, corrélée par l'établissement d'une co-responsabilisation du groupe classe vis-à-vis des progrès individuels de chacun et le rejet de l'imputation à la communauté des fautes individuelles. En deuxième lieu, il faut penser l'entrée dans les savoirs comme ouverture au monde, c'est l'école outdoor qui reste en France totalement inconnue. Du point de vue éthique, cette ouverture incite l'enseignement, comme le pensait Rousseau, à offrir à l'élève la possibilité de faire l'épreuve du monde à partir de son inexpérience et il l'aide à construire des outils pratiques pour corriger ses faiblesses originelles. Émile, Rousseau 1762-1969, est confronté aux choses plutôt qu'aux leçons d'un pédant, et son premier enseignement est une découverte du foisonnement des apparences du monde et de la diversité métamorphique des hommes dans cette épreuve des masques que Rousseau reprend de Sénèque. Ce basculement de perspective ouvre ainsi la possibilité d'un savoir sur soi, que l'élève développe dans ses expériences du monde, et qu'il met à profit dans son engagement rationnel dans l'action collective des hommes. Les exercices spirituels à l'école deviennent ainsi l'entraînement à une formation tout au long de la vie, par une maîtrise de soi soutenue comme une affirmation et non plus un renoncement à soi. Enfin, la construction de la loi collective, d'abord par la découverte de la loi intergénérationnelle, la manifestation de la spectralité et l'exploration du trésor de la tradition. En troisième lieu par la construction de la loi intergénérationnelle civique et politique. Les pratiques qui insistent au contraire sur la construction éthique du sujet mettent en œuvre la possibilité de l'erreur, dans la mesure où, n'étant pas l'expression d'un penchant au mal, l'acte qui enfreint la loi procède plutôt d'une incompréhension rationnelle de la situation où il a été réalisé. La construction de la loi résulte d'un processus collectif qui suppose l'expérience éthique, l'appui sur une communauté discursive et l'accès à un savoir de soi acquis par des exercices personnels. Conclusion. Les institutions scolaires restent un espace de jeu où est possible une contre-gouvernementalité, dans la mesure où les techniques de coercition s'appuient nécessairement sur la possibilité pour les sujets de se former et de se transformer dans une pratique de soi. Il s'agit donc de favoriser par des dispositifs pédagogiques ces pratiques émancipatrices. On peut en énoncer 3, dans les directions des autres, du monde et de soi. Développer une éthique de l'hospitalité comme ouverture aux autres, une éthique du dialogue et de la responsabilité écologique comme ouverture au monde, et enfin, une éthique de la métamorphose permettant de s'ouvrir à sa propre émancipation. Ce qui, on le sait, constitue la clé de la plupart des dispositifs innovants en pédagogie. Références bibliographiques. Alain et Châtier,
1932-1967, Propos sur l'éducation. Paris PUF. Antibi à 2003. La constante macabre ou comment a-t-on découragé des générations d'élèves, Toulouse, Matador. Beck, U 2001, La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité, Paris Aubier. Foucault, Monsieur 1967-1984 2001. Des espaces autres, conférence au Cercle des Apostrophes. Études architecturales, 14 mars 1967, publié en 1984 dans Architecture Mouvement Continuité numéro 5, pp 46 à 49 et également dans Dit et écrit, 1954 à 1988, Paris. Gallimard, pp 752 à 762. Foucault, Monsieur 1975, Surveiller et punir, Paris, Gallimard. Foucault, Monsieur 2004, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977 à 1978, Paris, Gallimard Seuil. Foucault, Monsieur 2013, L'origine de l'herméneutique de soi, Paris, Vrin. Piaget J. 1932, Le jugement moral chez l'enfant, Paris, PUF. Rancière J. 2006, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique édition. Rousseau J.J., 1762-1969, Émile ou de l'éducation, œuvre complète, tome 4, Paris, Gallimard La Pléiade. Le temps et l'espace à l'école en France. D'attentes institutionnelles réduites à des activités éco-citoyennes diversifiées. Florent Pasquier. Université Paris-Sorbonne. Costec et A 2223. Si la question d'une école sans mur est posée, est-ce parce que nous sommes tellement habitués à vivre de façon incarcérée que nous ne nous en rendons même plus compte ? Dans une émission télévisée de 2013, Pierre Rabhi, Mouvement Colibri pour une insurrection des consciences, nous faisait réaliser que de la maternelle à l'université on est enfermé. Ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, même pour s'amuser on va en boîte, et on y va comment ? Dans sa caisse ? Et ensuite, on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte. Si ça c'est un programme libérateur, c'est que je n'ai pas compris ce que voulait dire la liberté. Est-il quand même possible dans une école cernée de murs de comprendre en profondeur les notions d'espace et de temps ? Ces limitations intrinsèques physiques, périmètre d'action restreint à la cour, aux classes, aux bâtiments, et temporel, emploi du temps strict, ne limitent-elles pas les actions possibles dans un ici et maintenant contraint qui semble bien limité face aux infinies dimensions et pratiques possibles autour de ces deux notions ? Et pourtant, vivre ici et maintenant est la base de la pratique de la méditation dite de pleine conscience. Être présent là où je suis, sans laisser ma pensée divaguer, ce qui me rend alors absent à ce que je suis en train de vivre réellement, avec le risque de rester coincé dans le passé ou projeté dans le futur. Ne pas vivre dans le passé ni dans le futur permet de se saisir de sa vie maintenant, de vivre l'intensité de l'instant présent qui advient en permanence pour être tout à fait présent à soi et au monde, à la relation à l'autre et à l'environnement. Parmi les fondateurs et promoteurs de la médiation de pleine conscience, citons Jon Kabat-Zinn, États-Unis, ou encore Eckhart Tolle, allemand vivant au Canada. Les psychiatres Christophe André et Jacques Vigne, ainsi que le sage Thich Nhat Hanh notamment, font connaître cette pratique en France. En France, l'association RI Recherche sur le yoga dans l'éducation, en partenariat avec l'Éducation nationale, propose des stages de formation pour enseignants. Des livres et des supports sont facilement disponibles. Le mot yoga signifie tisser, relier. Comme le mot religion. Et nous entrons ici dans une approche de type spiritualité laïque, école républicaine oblige, déconnectée de toute relation à la foi ou aux croyances. Mais à quoi sommes-nous reliés ? À quoi cela sert-il de vivre ? Pourquoi et comment ? L'enfant, tout comme l'adulte, est demandeur implicitement sur ces questions existentielles, et vient un moment où il exprime son besoin de pouvoir se situer dans ces inconnus. Que lui répondre ? L'école peut-elle faire l'impasse sur ces questions ? Nous proposons cette hypothèse de travail. La découverte de l'espace et du temps au travers de la conscience de notre contact avec la vie de la nature pourrait répondre, de façon individuelle et concrète, à ces questions. Travailler avec la nature est une façon de faire qui permet d'intégrer les notions de temps et d'espace et de fournir le terrain sur lequel va croître notre humanité. On ne naît pas homme, on le devient, Erasme, de façon tant personnelle que collective.
La question devient donc: quel est notre rapport à la nature et comment le vivre afin de se sentir exister pleinement? Les expériences transdisciplinaires et transpersonnelles permettent une approche particulière de ces questions. Ces méthodes de travail font la jonction entre les savoirs traditionnels et les avancées de pointe de la recherche moderne, comme la physique quantique, la neuropsychologie, la philosophie contemporaine. Il s'agit de rechercher une collaboration de toutes les disciplines, pour un dépassement d'elles-mêmes vers un delà d'elles-mêmes. Stanislav Grof définit ainsi ce que devient alors une expérience transpersonnelle vécue par le sujet. Elle implique l'expansion ou l'extension de la conscience au-delà des frontières habituelles du moi et des limitations du temps et de l'espace, 1966. Parmi les chercheurs qui s'intéressent à la question en France, citons René Barbier, Marc-Alain Descamps ou encore Pierre Weil, Brésil et France. Et ces expériences relèvent toujours de la part sensible et personnelle de chacun. Ainsi, à la question « Où est la nature ?», chacun donnera une réponse personnelle et différenciée. Les trois réactions les plus habituelles sont la nature à côté, extérieure à l'homme, l'homme inséré dans la nature, l'homme ne faisant qu'un avec la nature. Dans cette troisième proposition, il n'y a plus de différence entre l'homme et l'environnement. Celui-ci le constitue et le nourrit. Ainsi, au niveau microscopique, subatomique et énergétique, tout ce qui est sur Terre et dans l'univers est constitué des mêmes éléments fondamentaux, ce qui fait dire à l'astrophysicien Hubert Reeves que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Dans le Tao de la physique, Fritjof Capra, 1975/71, explique aussi qu'en physique atomique, nous ne pouvons jamais parler de la nature sans simultanément parler de nous-mêmes. Enfin, le sage et éducateur indien Krishnamurti invitait à quitter le monde apparent de la fragmentation, c'est-à-dire celui du sentiment de la séparation entre soi et les autres et entre soi et l'environnement, pour entrer dans celui du déconditionnement de la non-dualité du un. Pierre Weil, fondateur de l'Université holistique internationale de Brasilia, UNIPE, parlait de non-séparativité. Pour lui, la réalité peut s'appréhender selon un complexe ternaire composé de matière, de vie, et d'informations interpénétrées dans lequel la nature joue un rôle essentiel, inséparable de l'individu et de la société. Figure 1. Figure 1. Roue de la paix selon Pierre Weil. Une vision holistique, l'individu, la société, la nature. Source: http://www.unipafrance.org/. L'individu est le point de départ principal de cette roue. En effet, pour chacun, le vécu de la réalité est fonction de son niveau de conscience, VR égale FEC. Et si l'individu se met à dysfonctionner, en se croyant par exemple, coupé ou distinct du milieu social et ou naturel dans lequel il vit, alors se mettent en place à grande échelle des normoses, c'est-à-dire des comportements pathogènes et pourtant considérés comme acceptables, malgré leur risque mortel. Il en est ainsi par exemple de l'usage inconsidéré du tabac, l'individu, des guerres dites préventives ou justes, la société, du recours à l'énergie nucléaire, la nature. De nombreux organismes et textes de portée internationale nous incitent pourtant à œuvrer pour la connaissance et la préservation de la nature. ONU, Convention internationale des droits de l'enfant CID, Déclaration de Rio, Protocole de Tokyo, Agenda 21, Charte de la Terre, Charte de l'Europe des consciences, le Pacte civique en France, engagement à trouver des équilibres justes en matière sociale et écologique, UNESCO COP 21. Mais les États peinent à mettre en application ces chartes qui restent pour le moment, le plus souvent des déclarations d'intention, sans obligation d'application. Est-il cependant possible de les mettre en œuvre matériellement dans nos pratiques personnelles et professionnelles ? En tant qu'enseignant, retrouve-t-on ces notions dans les textes qui régissent notre cadre de travail et les programmes que nous avons la charge de transmettre ? Y a-t-il des règles imposées, recommandées ? Et comment faire ? En résumé, le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, arrêté du 1er juillet 2013, ne donne aucune indication en lien avec les concepts de nature et d'écologie. Le mot environnement apparaît uniquement dans sa dimension socio-économique et culturelle. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tout ce qu'il est indispensable de maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire, mentionne le mot nature, 3 fois sur un total de 25 pages,
et uniquement dans le cadre des sciences expérimentales et des technologies. L'environnement est mentionné 2 fois, avec les notions d'impact et de responsabilité sur l'environnement. Les programmes d'enseignement de l'école primaire alternent entre une approche parfois monodisciplinaire et parfois plus ouverte. Alors, comment introduire le concept théorique et pratique de la nature dans les écoles? Faire un élevage d'escargots ou mesurer la pousse de graines en pot, comme suggéré pour la mise en œuvre des programmes officiels d'enseignement, sont-ce des activités suffisantes pour développer notre rapport à la nature? Peut-être pourrions-nous préconiser de laisser libre cours à notre imagination et à notre créativité dans une éducation plus lente, qui prenne le temps de respecter le rythme propre de développement de chaque enfant, Jean-Pierre Lepris et Johann Domenech Franzech? Un rythme qui permet aussi de toucher également notre propre espace et notre propre temps intérieur, cette fois, sans normativité ni directivité? Oserons-nous pour ce faire utiliser par exemple nos intelligences multiples, Howard Gardner, confère. Figure 2, parmi lesquelles l'intelligence naturaliste a toute sa place, au même titre que l'intelligence logico-mathématique ou que l'intelligence verbale et linguistique pour appréhender le monde de façon diversifiée? Comment utiliser ces intelligences de façon harmonieuse, équilibrée, dans le respect de l'enfant? Et ceci dans le cadre d'une école qui apprenne vraiment à respirer, à se développer, à grandir à son rythme et qui ne soit plus soumise à des réformes successives incessantes et épuisantes pour les élèves et pour les personnels? Ainsi en est-il d'un temps et d'un espace libre à l'école au travers de l'expérience pilote Scrap Store Playpods, en Grande-Bretagne. Un conteneur de matériel de bureau recyclé est mis à la libre disposition des enfants de primaire, après le déjeuner dans la cour de récréation. Ce moment de liberté leur procure de la joie, des occasions d'échange, de partage, de prise de décision collective. Figure 2. Illustration des intelligences multiples de H. Gardner. Source. https://lamascotte.wordpress.com/2013-2003-nous-avons-8-forme-d'intelligence. Tout ce que les enfants découvrent en général dans les terrains ouverts, naturels, vagues, lorsqu'ils ont la possibilité d'accéder à de tels lieux, s'il en existe encore en milieu périurbain. Ces espaces et dispositifs permettent aux enfants qui n'ont pas d'espace extérieur pour construire des cabanes ou autres objets de vivre d'une autre façon des activités créatives. Ils développent ainsi plusieurs compétences durant ce moment ludique autogéré. Outre l'exercice libre de leur imagination et de leur créativité, le travail d'équipe, la négociation, la direction d'équipe, la résolution de conflits, l'amélioration de la communication et la résolution. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.